Bonjour et bienvenue sur cette intervention sur le genre dans la littérature jeunesse, euh, qui est organisée du coup dans le cadre de la journée d'études égalité femmes-hommes et genre par la BPI et les médiathèques de Brest. Je suis Oriane Amalric, je suis sociologue, à la fois sociologue du genre et sociologue des migrations, et je dirige l'activité qui s'appelle Apporter du. Une petite présentation un peu de ce qu'on va voir dans ce temps, qui sera en 4 temps. Dans un premier temps, je ferai une petite précision sur ce qu'on appelle la socialisation genrée, puisque quand on parle de la littérature jeunesse, ça s'inscrit plus largement dans la socialisation genrée, c'est-à-dire comment, sans le vouloir, parfois sans le savoir, de manière inconsciente et involontaire, on éduque et aussi on socialise, donc à l'échelle de la société, garçons et filles. Dans un second temps, on ira voir du côté des tendances quantitatives et qualitatives. Qu'est-ce qu'on peut observer dans la littérature jeunesse avec les lunettes du genre. Enfin, on verra quelles influences ont les représentations qu'on aura vues ensemble sur les jeunes enfants, sur les enfants et les adultes qu'ils et elles deviendront. Et puis, je terminerai cette présentation en évoquant des pistes, des initiatives égalitaires pour intervenir sur la littérature jeunesse dans une perspective du coup non sexiste. Alors, donc, la socialisation genrée, comme je vous le disais, c'est le fait que la société, représentée par des individus, mais aussi des institutions, un ensemble de valeurs et de représentations, a une influence sur la façon dont on pense les garçons et les filles, et ce, dès la naissance, tout au long de la petite enfance, de l'enfance et de l'âge adulte. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la socialisation genrée, c'est quelque chose qui est souvent involontaire, inconscient, tellement c'est ancré dans nos pratiques et nos représentations. Cette intervention sur la littérature jeunesse, du coup, au regard de la socialisation genrée, on peut la situer dans d'autres sphères. On a la littérature jeunesse dans la socialisation genrée, on a la façon aussi dont on nourrit les enfants. On s'est rendu compte qu'on avait tendance à plus nourrir les petits garçons que les petites filles. Et puis, encore une fois, ça se fait vraiment de manière involontaire et inconsciente. On a les jeux et les jouets qui sont bien connus avec ça peut être les coloris, les jeux roses et puis les jeux bleus, et puis ça peut être les activités. On va avoir typiquement la poupée et le soldat. Ça passe aussi par de l'habillement, j'y reviendrai. Et puis sur des choses qui sont parfois plus difficiles à identifier que les jeux et les jouets, sur comment on encourage, comment on félicite les enfants en fonction de si on a affaire à un petit garçon ou à une petite fille. Donc, bien avoir en tête que la littérature jeunesse, elle vient finalement avec plein d'autres éléments dans cette socialisation genrée. Si on regarde quelques-uns des éléments que je vous ai cités ici, par exemple l'habillement, là j'ai pris un exemple de petits body qu'on peut faire porter à des bébés. On voit là, donc vous avez à gauche un body qui est plutôt pensé pour un garçon et puis à droite qui est plutôt pensé pour une fille. Ready for action pour le garçon. Donc on voit que là, c'est surtout, ça s'adresse finalement aux adultes qui vont lire aussi cette phrase. On est sur le champ lexical de l'aventure, de l'action pour le petit garçon. Et puis pour la fille, on a belle à croquer. Donc on voit qu'on est dans un champ lexical qui renvoie beaucoup plus à l'esthétique. Alors voilà, on pourrait se dire, c'est pas en mettant un body à un bébé qu'on va influencer la façon dont il va être. Et vous allez voir finalement ce qu'on va voir aujourd'hui dans la littérature jeunesse, dans la socialisation genrée, c'est surtout le fait que ce soit répété qui finit par faire advenir aussi des tendances. Donc on voit là déjà qu'en termes de masculin et de féminin, ce qu'on attend d'un garçon, c'est plutôt l'action, et d'une fille, c'est plutôt qu'elle soit belle. Si on regarde du côté des encouragements, ça s'observe dans les structures d'accueil de petite enfance, on voit que les encouragements sont différenciés. Encore une fois, j'insiste, c'est très souvent fait de manière inconsciente et presque toujours involontaire. Si on observe dans un temps une structure d'accueil petite enfance, quelles sont les interactions avec les professionnels? Ça s'observe aussi dans le cadre familial, bien sûr. On se rend compte que les filles sont beaucoup plus encouragées
sur des activités ou des interactions qui vont leur permettre de développer leur langage, d'exprimer leurs émotions. A contrario, du côté des petits garçons, et ce, dès la petite enfance, on va beaucoup plus encourager le développement des capacités psychomotrices. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément empêcher un garçon, par exemple, d'aller vers un jeu qui est sur les expressions des émotions, mais on va plutôt l'encourager à aller vers des jeux qui vont développer ses capacités psychomotrices. Une autre chose qu'on peut observer dans la socialisation genrée, c'est les félicitations. Ça aussi, ça s'observe beaucoup, que ce soit dans le cadre familial, dans les lieux d'accueil petite enfance. On ne félicite pas les enfants sur les mêmes choses. On peut prendre l'exemple de l'arrivée le matin en crèche. Ça, c'est des choses qu'on peut étudier, observer. On va beaucoup féliciter les filles sur leur habillement, sur leur coiffure, beaucoup moins les petits garçons là-dessus. Et puis, de leur côté, les petits garçons seront félicités pour leur prouesse technique, ce qui sera moins souvent le cas pour les petites filles. On retrouve déjà une tendance qui se répète entre les petits body, l'habillement, les encouragements, les félicitations, qui sont différenciés. Toujours dans cette même veine de la socialisation genrée, je vous renvoie à la vision d'une vidéo qui est disponible sur le web documentaire qui s'appelle L'école du genre, qui s'appelle Plus de risques pour les garçons. On voit dans cette vidéo une expérience où on prend des bébés de 11 mois et on leur fait descendre un plan incliné, comme vous le voyez là sur l'image. Il y a des bébés garçons, il y a des bébés filles. On n'observe pas de différence particulière sur ces bébés de 11 mois, donc ils sont quand même assez jeunes encore dans la socialisation genrée. Et puis, dans un second temps, on demande aux mères des bébés de venir et de régler le plan adapté, selon elles, aux capacités physiques de leur enfant. Et on se rend compte que pour la plupart des petits garçons, le plan est bien incliné par rapport à leurs capacités. Par contre, pour les petites filles, le plan n'est pas assez incliné, c'est-à-dire que leurs capacités sont un peu sous-estimées. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est de voir que, vu que ces encouragements sont répétés à longueur de journée et à longueur d'enfance, ça a des conséquences aussi sur l'âge adulte où les petits garçons sont beaucoup plus souvent encouragés à prendre des risques et les filles sont plus souvent retenues. Et ça, on ne le voit que si on se met à l'observer, parce que sinon, c'est tellement ancré dans nos représentations qu'on ne s'en rend pas compte. Et ça fait qu'arrivé à l'âge de l'adolescence, de l'âge adulte, on va avoir tendanciellement, possiblement, des garçons qui ont des capacités psychomotrices plus développées que celles des filles, parce qu'ils y ont été beaucoup plus souvent encouragés. Tout ça, c'est pour dire que quand on parle de la littérature jeunesse, ça s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de la socialisation genrée. Donc, on est dans ce cadre-là, l'habillement, encouragement, félicitations, qui sont différenciés. On voit ce qui se dessine déjà, avec le risque, l'aventure d'un côté, et puis plus l'esthétique et la retenue des prouesses techniques, je dirais, de l'autre côté. Alors, si on s'intéresse aux représentations de genre dans la littérature jeunesse, donc on a déjà un certain cadre, qu'est-ce qu'on peut observer? Si on regarde du côté des chiffres, des pourcentages, donc en termes quantitatifs dans un premier temps, puis qualitatifs dans un second temps. En termes quantitatifs, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'en termes de personnages, si on regarde il y a combien de personnages masculins et combien de personnages féminins, on a une majorité de personnages masculins, en moyenne 65% et 35% de filles. Donc déjà, c'est une donnée intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas 50-50, la population est composée autant de femmes que d'hommes. On voit que dans la littérature jeunesse, on rencontre plus souvent des personnages masculins que des personnages féminins. Si on s'intéresse aux héros et aux héroïnes, on a une tendance qui se ressemble également avec 62% en moyenne de garçons et puis 38% de filles de l'autre côté. Donc là, on est bien sur du quantitatif. Alors là, on est sur la part de personnages, de héros et d'héroïnes, et on peut aller voir peut-être dans les activités. Qui fait quoi dans les personnages? Je me réfère ici à un projet que j'ai accompagné dans une école primaire l'année dernière, et avec les élèves, on a pris un exemple, un corpus de 18 livres, et on a regardé qui fait quoi dans les livres de cette classe. Donc, je vous montre ici les résultats de cette enquête.
Si on regarde du côté des activités calmes, on a dans les personnages, quels sont les personnages qui font des activités calmes? Ce sont en majorité des filles, à 67%. Si on va voir du côté des activités physiques, on peut penser à la socialisation genrée qu'on a vue avant, on a une majorité de garçons qui sont personnages masculins, en tout cas, qui sont dans des activités physiques. Activité intellectuelle, on a presque 2 tiers des personnages qui sont des garçons. Donc, on voit encore ce qui se dessine, et ça, ce sont des choses, je le répète, qui se répètent tout au long de la socialisation genrée et qu'on retrouve à force dans presque tous les livres. Et c'est par la répétition aussi qu'il y a une influence sur les représentations qu'on va voir après. Du côté des activités artistiques, on trouve aussi beaucoup plus de garçons que de filles, 75% de garçons, 25% de filles en personnages. Et du côté des activités domestiques, on a 100% des filles dans ce corpus de livres qu'on a étudié qui font les activités domestiques parmi les personnages. Ce sont des tendances, là, je trouve ça intéressant de s'inspirer d'une enquête réalisée récemment et par mes soins et avec une classe, mais ce sont des tendances qu'on retrouve dans l'ensemble de la littérature jeunesse. Donc, on voit qu'on trouve beaucoup plus de garçons que de filles et que dans les activités que font les personnages masculins, les personnages féminins, on a tout d'abord une continuité de ce qu'on a déjà dans la socialisation genrée, avec des garçons qui sont plutôt sur l'aventure, sur l'intellect, et des filles qui sont plutôt renvoyées à la sphère domestique ici. Autre chose qu'on peut regarder, qui est en intérieur, qui est en extérieur. On parlait d'activités domestiques. Ça, c'est intéressant aussi quand on essaye de voir qu'est-ce qui est dit dans la littérature jeunesse et comment ça peut faire écho à ce qu'on trouve dans le monde adulte, avec la sphère domestique et puis la sphère que j'appellerais publique. Les personnages masculins sont plus souvent à l'extérieur et les personnages féminins sont plus souvent à l'intérieur. On a typiquement l'image d'une petite fille qui est dans une maison près de la fenêtre et qui rêve devant la fenêtre, par exemple. Du côté de la représentation des personnages adultes, si on regarde dans le détail, on a plus de personnages également parmi les adultes, pas seulement parmi les personnages principaux quand ce sont des enfants. On a plus de personnages masculins que féminins. Et quels sont les métiers de ces personnages adultes? Ce sont des métiers souvent assez stéréotypés en termes de genre. Et pour les personnages masculins, on va avoir des métiers assez valorisants, assez valorisés, surtout socialement. On va avoir pilote d'avion, médecin, et ce qui est socialement valorisé de par le salaire, entre autres. Du côté des métiers des personnages adultes féminins, on va avoir des métiers qui sont également stéréotypés et qui sont moins valorisés socialement et surtout moins diversifiés. C'est-à-dire qu'on trouve une plus grande diversité de métiers pour les personnages adultes masculins que pour les personnages adultes féminins. Donc là, on est vraiment, si on regarde quantitativement, combien on a de personnages, qui fait quoi, est-ce qu'on trouve plus de monde dedans, plus de monde dehors. Si on regarde comment dans la littérature jeunesse, tendanciellement, qu'est-ce qui fait que, comment les personnages sont caractérisés, quel est leur caractère, si on devait dire le caractère de chaque personnage. Et on voit qu'il y a 2 tendances qui se dessinent et qui se rejoignent avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est que les filles, les personnages filles féminins, sont souvent des personnages assez doux, qui sont jolis et reconnus pour leur beauté aussi dans la narration, dans le récit. Et puis des personnages masculins, des personnages garçons, qui sont souvent forts, qui sont courageux dans leur quête ou qui expriment beaucoup de colère. Encore une fois, c'est une même tendance qui se dessine, on a vu depuis le début, et dans la socialisation genrée, et dans le quantitatif. Et là, on passe un peu au qualitatif, c'est-à-dire comment on fait pour savoir c'est quoi le caractère d'un personnage fille et d'un personnage garçon. Et ça, c'est la figure typique, cette répartition de la princesse et du chevalier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on trouve que des princesses et des chevaliers dans la littérature jeunesse, loin de là. Par contre, la figure, le motif de la princesse et du chevalier, c'est quelque chose qui revient souvent. On va avoir un petit garçon, par exemple, on va suivre un petit garçon qui part à l'aventure, qui a une quête, j'y reviendrai, et on va avoir une petite fille ou un personnage féminin qui est dans la rêverie, qui est dans la beauté, qui est dans la douceur et qui sera moins dans l'aventure. Et on peut avoir le lien aussi entre la princesse et le chevalier
avec une princesse qui est sauvée par un chevalier, même si dans le livre, ce n'est pas forcément un chevalier en armure ni une princesse en robe, mais ça peut être le même motif. Donc là, on est toujours sur comment, en termes qualitatifs, les personnages aussi sont genrés dans la littérature jeunesse. Une autre chose qui est intéressante à regarder, que vous pouvez faire peut-être si vous êtes en présence d'enfants ou même d'adultes, c'est comment on reconnaît les personnages. C'est-à-dire comment on sait que c'est un garçon ou que c'est une fille. Qu'est-ce qui permet de dire que c'est un garçon ou une fille? Voilà, je vous invite à vous poser cette question. Par exemple, sur cette image, on voit des petits garçons, des petites filles. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez dire que c'est un petit garçon ou que c'est une petite fille? Ce dont on se rend compte quand on s'intéresse à ça, c'est que les personnages masculins, pour dire qu'ils sont masculins, on n'a pas vraiment d'indice. On n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi ils sont masculins, mais on le sait. En revanche, quand on essaye de savoir pourquoi c'est un personnage féminin, qu'est-ce qui nous permet de le savoir? Souvent, c'est le fait qu'il y a l'ajout d'un accessoire. Donc, ça peut être une robe, ça peut être un bijou ou un trait esthétique, typiquement les cils plus longs ou les cheveux longs. Voilà, on a ici l'exemple d'une petite fleur dans les cheveux, d'une robe d'une certaine couleur aussi. Donc, c'est l'accessoire, c'est l'ajout de quelque chose qui fait qu'on peut dire que c'est un personnage féminin. Et pour les personnages masculins, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Donc, en fait, il y a un peu l'idée d'un personnage masculin qui servirait de base neutre pour ensuite faire un personnage féminin. Je vous invite ici à avoir en tête les personnages principaux des dessins animés de Walt Disney, où vous verrez, on a souvent un couple hétéro normé, hein, on a un personnage masculin et féminin, même avec des animaux. Et je vous invite à regarder ou à vous souvenir, et vous verrez que souvent, le personnage masculin, c'est par exemple l'animal qui est dessiné, et le personnage féminin, c'est ce même animal, mais avec des cils plus longs. Voilà, dans la nature, hein, les lionnes n'ont pas forcément les cils plus longs que les lions. Mais en termes de représentation, c'est ça qui nous permet de savoir qu'on a affaire à un personnage féminin. Donc on voit que le personnage masculin sert plutôt de base neutre. Sur les animaux, justement, je viens de les évoquer. Les histoires avec des animaux, du coup, anthropomorphiques, donc des animaux auxquels on attribue des compétences, des qualités propres à l'être humain, c'est ce qu'on trouve dans la plupart de la littérature jeunesse de 0 à 6 ans. On a vraiment une part très importante d'histoires avec des animaux anthropomorphiques. Et ce sont bien sûr des histoires qui servent de support identificatoire très important et très fort pour les enfants. Qu'est-ce qu'on observe du côté des animaux? On observe une tendance qui est assez intéressante et révélatrice et qui va dans la même tendance que jusqu'ici. C'est que, en fait, les animaux sont sexués selon leur taille et leur aspect. On va avoir, pour des petits animaux, des personnages plus souvent qui sont féminins. Ça peut être, on peut le savoir par le prénom, on peut le savoir par il ou elle. Et puis des personnages masculins qui vont être des grands animaux, ou plutôt des grands animaux qui vont être des personnages masculins. Donc là, on retrouve encore une fois la même tendance, et c'est intéressant de le voir sur des animaux parce que si on se raccroche, disons, à la part naturelle, ça ne se vérifie pas forcément, mais là, on est dans la part sociale, comment les animaux sont pris dans la littérature jeunesse, et on va avoir Mimi, la petite souris, et Hector, le grand ours, par exemple. Sur les animaux anthropomorphiques, justement, je vous invite à faire un petit test de représentation. Je vais vous faire défiler des images qui représentent un animal. Je vais les laisser assez peu de temps et vous allez peut-être noter ou avoir en tête, est-ce que vous pensez, dès que je vous montre l'image, que c'est un personnage masculin ou que c'est un personnage féminin ou les deux ou indéterminé? Donc, je vais lancer les images et je ne vais pas les laisser très longtemps. Il y en a quelques-unes. C'est parti. Voilà, le test est terminé.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est sorti pour vous. En tous les cas, ce test, il est assez intéressant parce que quand on le fait avec des enfants, mais aussi avec des adultes, on a des représentations assez genrées et assez stéréotypées qui vont sortir. On prend l'exemple de l'ours qui porte l'écharpe du statut de mère. Très souvent, c'est un mère et pas une mère. L'image avec l'ours qui a le fer à repasser, eh bien, très souvent, assez vite, on va d'abord penser que c'est une ours et non un ours. Et ça, c'est intéressant parce que là, on est sur des ours qui ont exactement le même aspect. On n'a pas des cils plus longs, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est l'accessoire qui va faire qu'on va le nommer plutôt masculin ou féminin, puisque là, les ours n'ont pas non plus d'habits à proprement parler. Donc, du côté des animaux anthropomorphiques aussi, on voit qu'on a une représentation assez genrée et assez stéréotypée, ne serait-ce que par l'accessoire. Et ça révèle bien quelles sont nos représentations et nos habitudes. Si on regarde du côté des contes, qui est une part aussi assez importante de la littérature jeunesse, qui est transmise, alors on a les contes écrits, on peut aussi avoir les contes oraux, les spectacles de contes pour les tout petits et pour les plus grands. Si on prend des contes voilà, assez connus, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, L'Histoire des Mille et une Nuits, Cendrillon, La Princesse au Petit Pois, et ce n'est pas forcément les versions Walt Disney, hein, même si on prend les histoires avant Walt Disney, sur ces contes-là, on a des tendances qui se dessinent aussi. Du côté des femmes, dans les contes, qu'est-ce qui se dessine? On a souvent, très souvent, le motif de la fille qui sera offerte au roi en guise de récompense. C'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans les contes. Donc, on a des femmes qui sont à la disposition d'un homme, voire même de plusieurs hommes. On a des femmes qui sont définies avant tout par leur aspect esthétique, hein. On a beaucoup entendu dans des histoires, c'était la plus belle jeune fille du royaume. Donc, vous voyez, on a encore une fois une résonance avec ce qu'on a vu dans la socialisation genrée, ce qu'on a vu dans les activités que font les personnages dans les albums jeunesse. Et là, dans les contes, on retrouve la même tendance. Et des femmes qui s'accomplissent avant tout à travers le fait qu'elles soient reconnues par un homme. Exemple, le prince charmant. Ça, c'est le motif typique. Mais vous pouvez regarder aussi dans d'autres contes, c'est souvent par la reconnaissance d'un homme, cette reconnaissance peut avoir plusieurs formes, que les filles vont s'accomplir, les femmes, les filles vont s'accomplir aussi en tant que personnage, mais aussi en tant que femme. Si on regarde du côté des hommes, on a du coup des hommes qui disposent de femmes, de personnages femmes, hein, si on prend encore une fois le motif de la fille du roi offerte en guise de récompense, et des hommes qui sont définis, eux, de leur côté, par leur statut social, leur métier, leurs aventures. On va avoir l'histoire d'un cordonnier, on va avoir l'histoire d'un personnage qui est très riche, qui est très pauvre, qui part à l'aventure, qui change de pays, et surtout qui a une quête à accomplir. On se rend compte que les quêtes sont accomplies majoritairement par des personnages masculins et très peu par des personnages féminins dans les contes. Et par là, on peut s'interroger sur l'influence de toutes ces représentations qu'on vient de voir ensemble sur les représentations que les enfants se font du monde, de la société, mais aussi d'elles-mêmes et d'eux-mêmes en tant que garçons et en tant que filles, puisqu'ils sont pris dans la socialisation genrée, comme on l'a vu au début. Donc, les livres jeunesse, un petit rappel, leur fonction, il y a le fait, parmi leurs fonctions, hein, ce n'est pas exhaustif, le fait d'accéder à la culture aussi par le support du livre, le support de la rêverie, de la projection. C'est un support de socialisation extrêmement important pour les jeunes enfants et les enfants, et comme je le disais, un support aussi d'identification. Donc, qu'est-ce qu'on a observé là avant? Si on fait un petit rappel, quelles sont les grandes tendances? On a vu qu'il y avait des inégalités en termes quantitatifs, en termes de chiffres, en termes de part de personnages. On a beaucoup plus de personnages masculins que de personnages féminins. Et on voit que les activités sont réparties aussi en fonction de représentations assez genrées et assez stéréotypées. Ça, c'est en termes quantitatifs. Et en termes qualitatifs, qu'est-ce qu'on vient de voir ensemble? Qu'on a des représentations qui sont stéréotypées. On l'a vu, hein, comment on fait pour reconnaître un personnage masculin, un personnage féminin? C'est quoi les caractères des personnages, les caractères majoritaires? Quelle est leur apparence? Et puis, on l'a vu avec les contes, par quoi ils sont reconnus, quelles sont leurs quêtes, ce pourquoi ils sont valorisés dans les histoires. Alors, quelles sont les conséquences, les influences sur la représentation des enfants?
Sur les inégalités quantitatives, plusieurs conséquences. Je l'ai déjà évoqué avant, mais ça, c'est quelque chose d'assez important en termes identificatoires aussi. La norme de référence, le modèle auquel on propose aux enfants de s'identifier, c'est un petit garçon blanc. Je précise parce que les notions d'ethnicité croisent aussi celles de genre, donc je les évoque seulement ici, mais c'est aussi important à prendre en compte. Donc, on a un petit garçon blanc qui est la norme d'identification pour les enfants. Donc, comme je le disais, on a l'idée d'un sexe masculin qui serait le sexe neutre, et puis le sexe féminin, c'est l'autre auquel on doit ajouter quelque chose et qui en plus est minoritaire en termes quantitatifs. Qu'est-ce que ça fait aussi en termes de conséquences? C'est que comme on a moins de personnages filles d'une part, et que on a les personnages filles, par exemple, les personnages féminins adultes ont des métiers moins diversifiés, eh bien, il y a moins de modèles à disposition pour les filles par rapport à la littérature jeunesse. Donc, ça réduit quelque part l'éventail des possibles quand on est sur un modèle identificatoire à la littérature jeunesse. Et puis, ça dessine finalement deux sortes de littérature, comme on peut entendre parfois pour certains jouets ou activités. On aurait la littérature pour tout le monde et puis la littérature pour les filles. C'est-à-dire qu'on peut avoir une littérature pour les garçons, ça peut exister aussi, mais souvent, la littérature, on va dire, qui serait pensée comme généraliste, elle s'adresse aux garçons et aux filles, et la littérature pour les filles, elle n'est que pour les filles. Et puis, une autre tendance importante, et ça, on le retrouve tout au long de l'enfance et de l'âge adulte, les filles s'habituent à s'identifier à des personnages masculins, mais pas forcément l'inverse. Si on pense aux héros et héroïnes, pensez peut-être à vos héros et héroïnes, on trouve une beaucoup plus grande part de personnages masculins, on en trouve plus et plus souvent. Par contre, l'inverse est moins vrai. Toujours sur l'influence sur les représentations des enfants, sur les représentations stéréotypées qu'on a vues ensemble. Quelles peuvent être les conséquences sur les représentations des enfants? Ce qu'on a vu, c'est ce qui est valorisé. Ce que peuvent comprendre les enfants dans le cadre de la socialisation genrée, de la littérature jeunesse, à force que ce soit répété, 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 dans beaucoup de livres et sur une grande partie, une majorité de la littérature jeunesse, même si tout n'est pas comme ça, on le verra à la fin. C'est que ce qui est valorisé quand on est une fille, c'est la beauté, l'obéissance. On peut penser aujourd'hui aux valeurs, quelles sont les valeurs que l'on vend, par exemple dans le milieu publicitaire aux femmes, c'est plutôt du côté de la beauté. Et là, l'obéissance, on peut penser au conte aussi sur ce qui est valorisé. Donc, les filles sont plus souvent encouragées à plaire, à être dans la rêverie et à rester à l'intérieur. Ça, on l'avait sur la répartition des personnages et sur les activités et dans les contes également. Et puis, ce qui est valorisé en tant que garçon, donc de la même façon, comment je fais pour m'identifier, qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de moi de partir à l'aventure, on attend de moi d'être malin, on attend de moi d'être hardi. Et donc, voilà, les garçons sont encouragés à partir à l'aventure, à sortir, à aller à l'extérieur. On peut d'ailleurs remarquer qu'il y a une assignation à une certaine forme de virilisme aussi pour les garçons, avec on n'est pas forcément dans l'expression des émotions, on est forcément vers partir à l'aventure, ce qui n'est pas forcément ce qui convient à tous les petits garçons. Donc, quelle est la conséquence globale là, si on essaye vraiment de résumer tout ça, de synthétiser tout ça, on voit qu'on a des valeurs masculines attribuées ensuite aux garçons, mais c'est avant tout par des valeurs dites masculines qui sont valorisées pour les garçons et pour les filles. Et à contrario, on a des valeurs féminines qui sont valorisées pour les femmes, mais qui ne sont pas valorisées pour les garçons. Donc, on a deux vitesses qui se mettent en place. Et par cette différenciation, il y a aussi une hiérarchisation à la fois entre les sexes et aussi entre les genres et sur la façon aussi dont, depuis qu'on est tout petit, on nous fait comprendre que en tant que fille, au sens du genre, on attend ça et ça de nous, et en tant que garçon, on attend autre chose. Et tout ce qu'on vient de voir sur cette hiérarchisation, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve au cours de l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. On parle beaucoup aujourd'hui de la question de l'égalité femmes-hommes, et toutes ces tendances-là, on les retrouve quand on s'intéresse à l'égalité femmes-hommes dans la sphère adulte. Et je mets ici, je cite voilà, quelques sphères, mais il y en a plein d'autres. Quand on s'intéresse à l'orientation scolaire,
qui est ce qu'on trouve dans certaines filières et dans d'autres filières. La ségrégation professionnelle, hein, si on regarde le secteur de la petite enfance d'un côté, le secteur des bâtiments, travaux publics de l'autre, on sait que c'est des métiers, on va trouver beaucoup plus de femmes d'un côté, beaucoup plus d'hommes de l'autre. On retrouve les mêmes genres de valeurs. Du côté des inégalités salariales, on retrouve cette hiérarchisation. Sur les inégalités de temps domestiques, familiaux, voilà, 96% des congés parentaux qui sont pris par les femmes, la question du congé paternité, même s'il est en train d'être allongé à partir du mois de juillet 2021, on voit qu'on retrouve une répartition aussi sur l'intérieur et l'extérieur. Si on s'intéresse à l'espace public qui est dehors, on retrouve beaucoup plus d'hommes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et on retrouve beaucoup plus souvent des hommes qui vont être statiques, des femmes qui circulent. Donc, on retrouve des tendances, hein, encore une fois, qui se dessinent. Quand on regarde qui est au poste de pouvoir, hein, on voyait les petits garçons sont beaucoup plus encouragés. On leur fait comprendre que la valeur du masculin, c'est l'aventure, c'est l'intelligence, c'est la hardiesse. Si on regarde qui est-ce qu'on a au poste de pouvoir, ça nous dit aussi des choses. Et puis, j'avais envie de citer également la question des violences sexistes et sexuelles, où les femmes sont les premières victimes de ces violences et d'une très grande ampleur. Et de la même façon, les hommes, même s'ils sont moins nombreux, quand ils sont victimes de violences sexistes et sexuelles, c'est très souvent des violences homophobes. Donc, on rejoint aussi cette idée de ce qui ne serait pas assez masculin dans les représentations serait dévalorisé, serait du côté du féminin. Donc, on retrouve cette hiérarchisation. Donc, bien sûr, ce ne sont pas les livres de littérature jeunesse qui directement produisent ces inégalités. Par contre, on peut y voir un lien parce que tout ça est pris dans un ensemble. La socialisation genrée, on l'a vu au début, et c'est un ensemble de sociétés. Donc, on n'est pas sur des dynamiques, des problématiques individuelles et morales, mais bien globales et sociétales. Et toutes ces représentations, elles nous sont transmises inconsciemment. Inconsciemment, on les retransmet. Donc, peut-être c'est un moment ici pour évoquer qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Quelles initiatives existent? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? J'évoquerai quelques pistes sur qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Premièrement, ce qui peut être intéressant, c'est si vous avez une bibliothèque chez vous, à votre travail, c'est finalement de faire ce travail de comptage. Parce que parfois, les chiffres aussi nous permettent de révéler des choses qu'on ne voyait pas. Donc, on peut prendre soit tous ces livres, soit voilà, un corpus de livres au hasard et compter combien de personnages masculins, combien de personnages féminins, qui fait quoi et quel constat on peut avoir. Une autre chose, ça peut être, parce qu'il n'est pas question de se séparer de tous les livres existants, ça peut être d'accompagner la lecture de livres qu'on pourrait trouver par exemple un peu stéréotypés, les accompagner d'un certain discours. Voilà, peut-être en interrogeant quand on fait la lecture avec un enfant, tiens, le personnage là, il est plutôt dedans, où est l'autre personnage? Tiens, le personnage là fait la cuisine, est-ce que c'est les deux personnages qui font la cuisine? Donc, on peut aussi avoir cette approche-là. On peut bien sûr, en allant plus loin de ce côté-là, animer des temps avec des enfants, mais encore une fois aussi avec des adultes, sur des outils ressources. Je pense ici à l'image des ours qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Et ça peut être un moyen de questionner ensemble et de réfléchir à ces représentations. Enfin, on peut communiquer avec ses collègues, avec le public, avec les familles. On peut penser aussi aux parents, peut-être dans les médiathèques, dans les bibliothèques, par l'affichage, et je vous donnerai quelques exemples après. Et enfin, on peut enrichir son fonds de livres qui ont justement ce souci d'avoir une perspective égalitaire. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça parle de l'égalité, mais qu'on fait attention à qui on représente comment. Donc, un petit précis sur la question de l'affichage. Je citerai ici des affiches d'Élise Gravel, puisque c'est une dessinatrice qui met gratuitement à disposition ses productions pour aller voir sur son site internet. Et je vous montre ici deux affiches que je trouve intéressantes en termes d'affichage. On a les filles peuvent être, les garçons peuvent. Donc, les filles peuvent être fortes, les filles peuvent être sales, les filles peuvent être puantes, peuvent être bruyantes, et puis les garçons peuvent pleurer, les garçons peuvent être coquets, les garçons peuvent avoir peur. Ces affiches, elles sont intéressantes parce que déjà, elles sont visibles par tout le monde, hein, enfants et adultes, et elles permettent d'avoir un échange, et elles permettent aussi parfois par la répétition
d'avoir peut-être un modèle identificatoire un petit peu plus diversifié et pour les garçons et pour les filles, parce que l'objectif des initiatives égalitaires, c'est vraiment d'élargir les possibles et pour les garçons et pour les filles. Enfin, je citerai des livres et des collections qui sont assez intéressantes si on s'intéresse à cette question. Ce ne sera pas exhaustif, mais je citerai en tout cas les éditions Talent Haut, hein, dont le sous-titre, ce sont des livres qui bousculent les idées reçues, où on a, par exemple, sur les contes, on les a évoqués, peut-être des contes un peu détournés, Le Prince au Petit Pois, Blanche-Neige et les 77 nains, et contes d'un autre genre. Et puis, on a aussi, édition Talent Haut, des albums jeunesse, La Princesse et le Dragon, J'aime pas les super-héros, Dinette dans le tractopelle et La poupée d'Auguste. Donc, on voit encore une fois que c'est ouvrir les possibles et pour les garçons et pour les filles. Ce n'est pas seulement valoriser des activités dites masculines pour des filles, comme on peut avoir Dinette et le tractopelle, c'est aussi ouvrir d'autres possibles, par exemple Auguste qui a envie d'une poupée. Je citerai également le blog Fil d'album qui a été créé par une bibliothécaire en section jeunesse qui est extrêmement riche, qui a beaucoup d'articles, beaucoup de bibliographies, donc je vous invite vraiment à aller visiter ce site. On a des bibliographies thématiques qui sortent régulièrement. L'Atelier des merveilles, par exemple, hein, on a édité en 2009, en 2013 et en 2015. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais vous trouvez dans ces bibliographies un ensemble de livres. Là, on a par exemple 76 albums qui sont sélectionnés, qui sont dans une perspective égalitaire. Et puis, encore une fois, une autre bibliographie éditée par la Bibliothèque Fréssard et la Société littéraire de l'imaginaire contre les préjugés, donc le SLIP, qui présente voilà, un ensemble d'albums jeunesse, de littérature antisexiste. Et enfin, un autre exemple, le réseau Babelio, qui a une liste qu'on peut chercher par le moteur de recherche, égalité des sexes. Je terminerai cette intervention en évoquant, si vous voulez aller encore plus loin et vous documenter, aller voir des articles scientifiques, des chercheuses, Carole Brugey, Isabelle Cromer, Sylvie Cromer et Anne Daflon-Novel, qui travaillent entre autres sur la littérature jeunesse au regard du genre, mais aussi sur la question du genre dans la jeunesse et la littérature jeunesse dans son ensemble. Voilà, je vous remercie.